So my name is Nadia Al-Ali. I'm the director of the Center for Middle East Studies here at Brown. And it's my great pleasure to welcome you all this morning. So in my role, I get lots of people who come to me, with ideas. Sometimes, there are exciting ideas. Sometimes they're not so exciting ideas. But then they're ideas, and then they're sort of seeing them through. I mean, it was very clear from the beginning when Adel came to me that he had vision. But I have to say, Adel is one of the few people I met who combines vision with the incredible attention to detail and practicality and actually seeing things through. And all that with an incredible humility and graciousness. And so it's been a wonderful experience working with you. I'm sort of I was, of course, in the background, but I've noticed how you've been managing everything. And I have to say, it's been wonderful. And of course, yesterday, unfortunately, I missed the opening of the exhibition because I had COVID. But yesterday, I saw the exhibition, and I was so moved by it. And then, of course, also the film showing. So I'm so happy to be part of this, and I'm also really very grateful for all of you who came and traveled from afar to be here with you. I'd like to thank my team, particularly Barbara Oberkötter and Emily Rübelmann, without whom this would not have been possible. So this event is definitely a team effort. I mean, Adel has led us, but so it's a Center for Middle East Studies, it's the Watson Institute for International and Public Affairs, but also the Department for Modern Culture and Media, the Black Visualities Initiative at the Kogut Institute for the Humanities, the Department of French and Francophone Studies, Magic Lantern Cinema, and the Centre National de la Cinématographie et de l'Audiovisuel. So this, I mean, shows how complex, the whole project has been. And I have to say, yesterday, looking at the pictures and also the movie, I mean, those of us who have, so I'm a feminist scholar, and of course the history of Algeria I've very much studied through the lens of the gendered mobilization and the role of women. But I mean, I'm realizing that there's so many complex layers, and not only complex layers about the past, but looking at the pictures yesterday, I couldn't help but notice parallels. I mean, in terms of, people being jubilant on the street, and then, a few pictures down, the military marching on the street, and I couldn't help but think about other places, Egypt most foremost. I couldn't help thinking about people in Iran today as well. But I've said a lot. I now like to hand over to Adel, and he needs a big round of applause. Thank you very much, and all of you for being here. I'm much more comfortable in the background, like trying to do things. So I'll try to keep it short. This was a very important project for me for work, research reason, and for personal reasons at the same time, and trying to combine these two things was something that I was trying to sort of like find the right balance between that. Working on Algeria, working on photography, working on visuality was a way for me to reacquaint myself and to reappropriate a history that I didn't know that well in the end. I was very touched by all the support that this project received at Brown, and I'll go through the like some of the institute and the people, but also at Columbia. Professor Madeleine Doby is here with us today, which I really appreciate. And I felt that in the end, even though it's something that I might have proposed, it's really a collective project. Like the way the exhibit was,
conceived, the way the films were put together with Olivier Adouchi, the way the speakers and the guests were selected, it was really a pleasure to work with so many great people to try to put something like that together. So I'm very touched that this worked. The series of events is called Thinking Algeria at 60, Images from a Revolution, where it's comprised in three parts. There's a photography exhibit of the Mohamed Kouassi and the photograph. We have Safia Kouassi with us today. Bonjour, Safia. I don't want to just present her as because we keep on, words don't help sometimes, but as the widow of Mohamed Kouassi, but we have Safia Kouassi, who was a militant in the FLN, who has her own history in Tunisia during the war, and who's going to be here with us to talk both of about Kouassi, but also of her own journey during the War of Liberation. And so merci beaucoup d'être venu, voilà, et d'avoir fait ce voyage, et voilà, je suis très très heureux que tu puisses partager ça avec nous tous et que tu nous fasses partager ton expérience et tout ce que tu as vécu pendant cette guerre. Very quickly, I would like to thank the Center for Middle East Studies. I'll start with you guys. So Nadia, thank you so much. Barbara, you were amazing. Emily, thank you very much. I couldn't have done this here without you. I would like to thank the Watson Institute, to have supported this project from the beginning, my department at Modern Culture and Media, Black Visualities Initiative, the French department, so I won't go through that list again. I want to thank also my advisor, Aisha Azoulay, who's here today and who has sort of followed me, in the background throughout, me trying to conceive this project. So I'm very grateful for the help that you've provided throughout. So I'm going to keep it short, because I think what's interesting today is the people that we've invited. So not to spend too much time on these introductions. The way we're going to start with a conversation with Safia. On va commencer avec une conversation avec Safia Kouassi. We're going to look at photographs from the Kouassi archive, and we're just going to talk about them. Have Safia tell us some background and context about these pictures. And if possible, I would love to make it sort of an open conversation, So I'll be leading, moderating that conversation, but it's really in the spirit of what we're trying to do in these few days, to try to do something together, collectively, to try to address some of these questions that we have in mind. Voilà, so thank you, all of you, for being here, and let's start this symposium. Thank you. I will invite you. Je t'invite dans une minute. Je vais placer quelque chose ici. Alors, I need to. Yes, can you? Yeah, are you switching to this? I'm switching to this. Yes. Okay. Thank you. Actually, I can do this differently. Let's not be scared. Okay. En fait, on va tous aller sur ce podium et il va y avoir des micros, donc ils vont t'entendre plutôt. We're good? Okay. Okay. I'm just going to take the video down. That's on the PC. Micro centre. And can we turn down the light just a little bit so that the pictures come out? Oui, il le faut. Okay, so welcome everybody. I'm going to just say a few words in English and then I'll speak in French. Je vais dire 2-3 mots en anglais et ensuite je parlerai en français. D'accord. Et Asia va traduire, donc tu parles en français naturellement et Asia va traduire pour ce public, ok? Et ça va aller. Parce qu'alors là, c'est... Ça va très bien se passer. Okay, so we have Safia Kouassi with us today. Safia is my aunt. Let's start with this.
Safia is a former militant, FLN militant. She spent most of the Algerian Revolution first in Paris, where she was living in the neighborhood of the Mosquée de Paris. And then after this trip to Russia that we're going to talk about, USSR, that we're going to talk about in just a minute, she was sent to Tunisia, where she spent most of the war with her husband, Mohamed Kouassi, the photographer. She spent the time in Tunisia as a documentalist at the Centre de Documentation du Ministère de l'Information, participating in the making of the FLN newspaper Al Mujahid, where Mohamed Kouassi was photo editor and the main photographer. I'm very, very delighted to have Safia with us today. And the way we're going to do this is go through these images that should be behind me. Your laptop went to sleep. You want to have it over there. Donc il va projeter des images. OK. Alors, voilà, l'anglais est fini. Bonjour Safia. Merci d'être avec nous en Amérique. Je vous remercie d'abord. Ouais, si tu veux, Thank you for being here. Oui, je vous remercie à vous tous d'abord. Je ne parle pas fort et je n'entends pas bien. Alors si je vous fais répéter, c'est que je n'ai pas entendu. I don't speak very loud and I don't hear very well, so if I ask you to repeat something, it's just that I haven't understood. Alors, ce qu'on va faire pendant une vingtaine de minutes, c'est qu'on va regarder certaines photos. J'ai fait certains montages. J'ai utilisé que des photos de Kouassi, de ton archive, c'est-à-dire celle que tu gardes chez toi à Alger et dont avec laquelle tu m'as laissé travailler. Il y avait plusieurs points dont on a parlé, que ce soit cet été à Alger ou que ce soit récemment en regardant ces photos, qui étaient d'arriver à regarder, réfléchir à ces photos avec toi, parce que dans certaines, tu participes, tu es dans la photo, et pour réfléchir au contexte de ces photos, pour qu'on les comprenne. Voilà. Donc, est-ce que tu peux voir ça pour commencer? Je vais te montrer là. Les photos qu'on voit ici, qu'est-ce que c'est? Si on commence par ce train, qui est la photo du Haut-Algérie. Oui. Là, c'était le Festival de la jeunesse. Pour le Festival de la jeunesse mondiale en 1957. La délégation algérienne a été invitée, bien sûr, à participer. Là, c'est le départ. Le train, c'est le départ vers Moscou. Alors, et le train était composé de plusieurs wagons, bien sûr. Et chaque wagon avait le nom du pays, d'où Algérie, dans notre wagon. Elle va te traduire les quelques mots que tu viens de dire et ensuite tu continues. Ça te va? So the image of the train on top is in 1957, the departure for Moscow, and the Algerian delegation has a specific car going to the festival, the International Youth Festival. And so every car was allocated to a country, and the name of the country was printed on the side of the train. Où est-ce que tu es sur cette photo? C'est rare, hein, mais je suis quand même là. Alors, I'll be the one showing. So she's on the. If you look from the left on the third window, there's a little head that shows up. That's Safia. And very quickly, because I'm going to ask her also about that. This lady here, wearing the traditional, Algerian. That's Safia as well, walking in Oui, the. mais par contre, là, je suis là. Tu es là aussi. Parce qu'on a représenté aussi les costumes. On nous a demandé de présenter les costumes de chaque région d'Alger. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage? Quel était le but d'aller à Moscou avec cette délégation? Qui sont ces gens-là et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Oui. D'abord, l'Algérie n'était pas représentée en tant que pays. On est allé en tant que... On est en 57, il n'y a pas... 57, donc il n'y avait pas encore le gouvernement. On n'était pas officiel. Vis-à-vis des autres pays, on était des félagans, des hors-la-loi. Encore là, on est des hors-la-loi. C'est pour ça que quand on est rentré, après le voyage de Moscou, vers Paris, on est arrêté en Allemagne. Et c'est là où toute la délégation a été fichée par la police. Alors, dès arrivé à Paris, certains ont été arrêtés, bien sûr, et d'autres sont envoyés soit en Tunisie, soit au Maroc. Pour notre part, on a été envoyés tout de suite en Tunisie, mais beaucoup ont été arrêtés après cet événement.
So the first thing to understand is that in 1957, the fact of having national representation, when of course there is no official representation anywhere else, is something that in the eyes of the other countries makes us outlaws in the first place. And when we return from Moscow, we get arrested in Germany on the way back, and that's when the entire delegation was screened and had police records, and from there going back to France, a lot of them were sent to Tunisia and a lot of them were arrested. Et pendant... Là, on est sur le stade avec toutes les délégations rangées bien sûr en rang. Et l'Algérie, malheureusement, a voulu participer avec le drapeau. Elle n'avait pas le droit, mais elle l'a pris. Alors là, ça a failli avoir un incident vraiment diplomatique, parce que la délégation française a voulu quitter Moscou, donc elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté que l'Algérie soit là avec son drapeau. Alors il a fallu l'intervention de Khrouchtchev et de Boulganine, il y a eu... Enfin bon, Est-ce que c'était préparé ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait de manière impulsive ou est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé depuis le début ? Vous saviez, parce que cette photo aussi, je crois que c'est la première photo du drapeau algérien en public, dans un cadre public. On a pris cette... Mais est-ce que c'était impulsif sur le moment ? Est-ce que vous saviez dès que vous êtes parti ? Non, on ne savait pas qu'il y aurait une... On savait que c'était surtout le Parti communiste, donc on ne pensait pas qu'il y aurait eu cette mésentente. Mais là, il a fallu quand même l'intervention du président pour qu'il puisse rester. D'accord. And so this is the first image of the Algerian flag being flown in a representative way in this way, which got us very close to the diplomatic incident with the French delegation that wanted to leave Moscow immediately, and Khrushchev and Bulganin had to intervene to appease what came very close to being a diplomatic crisis. Gemma, you want to join in? Merci. J'aimerais juste peut-être compléter ce que disait Safia. Je me présente, Gemma Mazouzi. En fait, mon nom c'est Mazouzi. Pendant longtemps, je me suis appelée Kouassi, mais j'ai gardé Mazouzi parce que j'étais mariée. C'est ma belle-fille. Donc j'ai gardé le nom de famille Mazouzi parce que quand j'étais journaliste, je signais de mon nom. Et quand je suis arrivée au Québec, j'ai gardé Mazouzi parce qu'au Québec, on garde son nom de jeune fille. Voilà. Donc, en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est effectivement ce que tu posais comme question à Adèle, c'est la préparation. Oui. Alors, on a là, dans cette délégation qui s'en va pour représenter un pays qui n'existe pas encore, on a quand même une avant-garde révolutionnaire qui est là. Et le coup d'éclat, même bien sûr médiatique et visuel, il est préparé. Sauf que ce que disait Safia, c'est que la réaction, il y avait comme une espèce de naïveté, de penser que, eh bien, dans le bloc de l'Est, dans le fleuron du bloc de l'Est, eh bien, on allait accueillir... que la réaction n'allait pas être aussi difficile et aussi dure. Alors qu'il y a ces tensions quand même diplomatiques qui sont importantes. And so the question was asked, so this is Gemma Mazouzi, who is a journalist and the daughter-in-law of Safia. The question was raised of whether this was a spontaneous act or something that had been planned ahead, and Gemma is just specifying that, of course, the sort of public coup of representing a country that doesn't exist yet for the first time, and this kind of political avant-garde is something that, of course, had been forethought. What wasn't anticipated was the epidermic reaction of the French delegation, because there was a kind of naive assumption that being in the Eastern Bloc, these kinds of colonial politics wouldn't enter into play in the same way. Does anybody have... excuse me, vas-y. Non, vas-y. Do you have any question? Dis vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Non, comme il y a souvent des erreurs entre l'équipe nationale, par exemple, du football, et puis Moscou. Dans la délégation, il y avait des footballeurs, il y avait des artistes, et il y avait les étudiants aussi, c'est surtout des étudiants. Qui constitue la délégation? La délégation. Qui faisait partie de l'UGMA, donc l'Union des étudiants musulmans algériens. You have questions? You have on a beaucoup de photos. We have a lot of pictures, and I think we could spend the whole morning through this. So I'm going to jump to the next one. I can see some people want to already ask questions, but let's keep going, okay? And Safia is going to be with us all day. Tu vas être avec nous toute la journée. Okay.
Alors, okay, for the context, this is Tunisia. This is the newspaper Al Mujahid. C'est des gens que tu connais. C'est autour du Mujahid. Est-ce que tu peux parler un peu de cette équipe? Et est-ce que tu peux parler aussi un peu de la manière dont tu as travaillé avec eux et la manière dont Kwasi a participé à créer cette image de l'Algérie aussi à travers le journal? Oui, le journal a été débuté bien avant, hein. Bien avant le gouvernement, les premiers numéros. Et là, bon, bien sûr, il a été repris par le ministère de l'Information, qui est toujours... Alors là, c'est une partie de l'équipe. Oui. Tu peux donner quelques noms? Tu reconnais certaines de ces personnes? Il y a Abdelkader Bentoumi, il y a Smoussid Ahmed Barlé, il y a Moussoudi, il y a... enfin, j'oublie les noms. C'est déjà pas mal. Reda Malek, Ouais. bien sûr, il est là. Oui. Et Yazid qui est là, Ouais. à côté. Ministre de l'Information? Oui, c'était le Ouais. ministre de l'Information. Ouais. Et Mais dans quelqu'un le- que tu as très bien connu, par et exemple, dans le Yazid. ministère de l'Information, il y avait le centre de documentation et la bibliothèque. Une grande bibliothèque, voilà. Alors donc, il y a Chollet, le professeur Chollet, qui faisait partie de cette équipe du Moudjahid, et il a fait beaucoup de choses. Il tenait aussi le service de documentation. Et en tant que médecin, donc dans les matinées, il est passé à l'hôpital. bien sûr. Et moi, ce que je faisais, c'était le remplacer dans le centre de documentation, et dans l'après-midi, j'étais au ministère. Mais Kwasi avait le service photo, qui dépendait du ministère de l'Information aussi. Parlons-en dans 2 minutes. Mais chacun avait son travail à part, hein. Personne ne s'occupait de l'autre. Elle va te traduire et ensuite tu vas... Vas-y. So the newspaper Al Mujahid existed for a long time before it was appropriated as a part of the Ministry of Information. And so the Ministry of Information had both a library and a documentation center. And the Professor Chollet, who was in charge of the document center, was also a doctor and spent his mornings at the hospital, at which time I took over his position at the documentation center, and in the afternoon was at the Ministry of Information. And Mohamed Kwasi was a photo editor, which was a different department that he was in charge of. And everybody minded their own business. We didn't get in each other's way too much. Quel était son rôle quand même, le rôle de Kwasi dans le Moudjahid? Qu'est-ce qu'il faisait précisément? Il coiffait tous les événements. Hein. Okay. Donc il prenait les photos de ces événements, ou il envoyait aussi des photographes, parce qu'il avait à la fois un travail de collection d'images, il collectait les images et il en prenait. Tu peux nous raconter un peu sur ça? Pardon? Oui. Il a toujours été appelé, par exemple, quand il y a un événement ou bien. Bon, mais comme il était au ministère, on sait toujours ce qui va se passer. Donc il était le premier à aller faire ce qu'il fallait faire, les photos, prendre des photos. Bon, mais il y avait quand même des images qui étaient au ministère, c'est-à-dire. Mais je crois qu'il ne s'en servait pas. Il ne s'en servait pas dans des occasions ou bien, mais enfin, c'était le but. C'était de continuer. C'était de continuer quand même. Mais avant d'arriver à ça, par exemple, avant qu'il soit officiel, il y a eu d'abord la formation du gouvernement pour en arriver là. Oui. Pour être reconnu. Donc il y avait d'abord quand je dis gouvernement, le GPRA, donc gouvernement provisoire. Ouais. Et c'est là où ils ont créé tous les ministères. Le ministère de l'Information, le ministère des Affaires sociales, le ministère... Enfin, tous les ministères étaient présentés. Voilà, donc ça fait partie du ministère de l'Information. Et à quel moment là, le service de communication est mis en place? Après la création du ministère de l'Information, et comment Kwasi participe à ça? Parce qu'on discutait, et tu me disais que ce service n'existait pas comme il était quand Kwasi est arrivé. Parce qu'on lisait aussi il a créé ce service. Il a dû exister, mais d'une autre manière. Mais là, son service, c'est lui qu'elle a créé. Il n'avait pas de service de photo quand il est arrivé. Et quand tu dis créé, c'est-à-dire qu'il l'a organisé, qu'il a créé, non, c'est pas le mot, mais il a organisé. Il a aussi fait rentrer des gens pour travailler avec lui. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres photographes? Il a formé des jeunes aussi. Il a formé des jeunes. Donc il y a eu d'autres photographes qu'il a formés à travers le service. À travers le service, et puis par la suite en Algérie, tu vois, il a toujours formé des jeunes. Assia? So the first question was on Mohamed Kwasi.
Non, ça va. On Mohamed Kouassi's specific job as a photographer for the Ministry of Information, covering the different events and documenting on the different occurrences within the ministry, as well as collecting and sort of archiving the pictures that were in the Ministry of Information already, but that he didn't apparently use so much in his work. The important thing being to continue to document and to produce images. But of course, all of this comes together only after the government is established, which is to say, the GPRA, which is the provisional government of the Algerian Republic. From then on, the establishment of the ministries, be it the ministries of information or of social affairs and other kinds of ministries, are created. And it is really Mohamed Kouassi who was able to then, if not create, then organize what would be the communication services, which included the recruitment of different photographers and their training. Oui, peut-être ajouter la question, dans la photo précédente, il y a deux petites choses. La première chose justement de ce que disait Safia, c'est que en fait ce dont on avait parlé hier sur la guerre des images et sur la guerre saisie très rapidement par les révolutionnaires, qu'il s'agissait aussi de gagner sur le terrain évidemment de la représentation, du discours, et aussi bien sûr de ce qui va le plus vite, c'est-à-dire avant même les discours, les images. Et donc Kouassi comprend ça, il est photographe, c'est normal. Et quand il arrive justement à la tête de ce service, il va bidouiller des unes en fait, il va bidouiller des unes du Moudjahid qui vont être des réponses ou alors même des offensives au discours français, au discours colonial, au discours de répression. Tu voulais ajouter? Are there any questions? Because we're going to jump to something completely different, which is refugees, etc. But we're in Tunisia with Al Mujahid, with the service de communication. Anybody wants to come in? Pardon. Non. Safia a attiré mon attention tout à l'heure parce que tu as proposé un dispositif des photos. Et en fait, Safia notait que dans les photos qui sont là, il y a quelques anachronismes. Tu as réalisé à ton insu, de ton plein gré. Et là, en fait, justement, la photo de Boumediene ou la photo de Ben Bella sont des photos de président. Oui, bien sûr. Donc ce sont les photos officielles. Ouais. Donc c'est les photos de Kouassi. Ouais, qui fait après la guerre. Ouais, c'est ça. Donc ce sont des photos de Kouassi, mais une fois l'histoire terminée. A continué à ouais, avancer. Bien sûr. Mais par exemple, on a dit qu'il y avait des photos, mais bien sûr il y avait des photos, puisque regarde, Moscou c'était avant le GPA. Oui. Donc il a incorporé toutes ces photos. Bien sûr. Il a commencé ce travail avant le GPA. Avant, ouais. Même à Paris, avec l'UGMA. Toutes les photos de l'UGMA prises à Paris, donc elles ont été ramenées à Tunis. Mais quel était dans ce cas son statut avant le GPR? C'est-à-dire qu'il faisait partie du FLN, il prenait les photos pour le FLN ou il le faisait? C'est-à-dire que oui, on faisait partie du FLN à Paris déjà. Ouais. On faisait partie de l'UGMA. C'est comme ça qu'on a atterri à Tunis après Moscou. Et donc c'était des photos qui lui étaient déjà demandées par le FLN ou c'est lui qui prenait? C'est de lui-même. C'est de lui-même. Donc ces photos qui datent de avant 58. Donc l'UGMA, donc le voyage à Moscou, etc. Oui. C'est Kouassi comme un photographe indépendant? C'est-à-dire que c'est lui qui fait partie, qui est un activiste? Oui, photographe de l'UGMA. D'accord. Okay. Et donc ça devient le photographe officiel de la Révolution d'une certaine façon, avec le GPRA, au moment du GPRA et de 58. Bien sûr, après le gouvernement, ça devenait officiel. Okay. So, thinking about Kouassi's usage of images prior to the creation of the establishment of the GPRA, having always been part of the FLN and part of the General Union of Muslim Students, which when they went to Moscow, etc. So all of this was independent work, although of course the intent was the same, and it's only in '58 then that all of this work is put to official
peaceful revolutionary use. And as Gemma was saying, this work in part was about the very quick understanding of the war of images and the discursive struggle that was happening, and in part that included creating these front pages where he used and changed the usages of sometimes propaganda imagery that were then reused in that struggle, discursive struggle against the French propaganda. Tu vois, mais avant ça, avant d'arriver à Tunis, donc il fallait faire partie de la révolution, il fallait faire partie de ça. Donc on était déjà enrobés avec le GEMA, avec beaucoup de choses. Mais avant d'arriver à Tunis, il faut montrer quand même patte blanche. Il fallait avoir un papier de l'UGMA ou bien du front, de la Fédération de France. Et c'est avec ce papier qu'on atteint quand même Tunis. Et chaque ville qu'on traverse, chaque pays qu'on traverse, il faut montrer le papier. Parce que dans chaque pays, il y avait un représentant du front. Et qui venait vous attendre à l'aéroport ou bien au train ou là, pour montrer si c'est vraiment vous, avec les cartes d'identité et tout. Dès arriver à Tunis, vous êtes attendu aussi, à la descente du bateau, à la descente de l'avion. Et là, la première des choses, on vous emmène au ministère de l'Intérieur, ce qu'ils appelaient la base, et là, tous vos papiers sont pris. Donc, vous n'avez pas de papiers. Vos passeports, vos cartes d'identité, vous n'avez plus rien. Vous dépendez de ce milieu, voilà, de la LN ou bien du Front. In terms of our participation and engagement with the FLN, on our way to Tunis, what happened is that we were given a document by the Fédération de France, which attested to our participation. And at every step of the way, on the way to Tunis, a representative of the FLN was there to check our document as a kind of continuous checkpoints along the way to Tunis. And then once there, we were greeted and taken to the Ministry of Interior, which they called the base at the time, where all of our papers, passports, IDs, and all of this was collected. And so we no longer had any papers of our own and became entirely dependent of this milieu, of the ALN or the FLN. Questions? I can see. No, you're good? Okay. Anybody wants to jump in at this point? Okay, so we continue through the journey. Let's go. Okay. Okay, so this is very different. We're still in Tunisia, and this is a completely different aspect of the war that is captured by Kwasi. So it's not just the fighting, it's not just a soldier and the struggle, it's the whole organization that is being put together on the Tunisian side and that takes care of refugees, of children, giving health care, giving education, etc. One of the main structure to do that was called Maison d'Enfants. Donc est-ce qu'on peut parler un peu des maisons d'enfants? Est-ce qu'on peut parler de ce qu'a fait le GPRA, de ce que faisait le FLN du côté tunisien, qui va au-delà de l'idée qu'on a de la guerre, de l'idée qu'on a d'une guerre, d'un conflit violent, etc. On peut parler un peu de ces images et de ce qui a été fait? Beaucoup, quand on parle de guerre de l'Algérie, on pense tout de suite à la guerre. C'est toujours la guerre, la guerre. Mais non, le gouvernement a pensé à dans tous les domaines. Aussi bien social que football, que sport, enfin tous les domaines. Voilà. Et donc, il y avait des enfants qui étaient livrés à eux-mêmes, dont les parents sont morts et tout. Alors ils ont créé des maisons d'enfants, et ils ont ramassé ces enfants. Il y en avait plusieurs, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc. Et ces enfants étaient formés dans l'enceinte de l'école. L'école, c'est-à-dire, c'était une grande maison avec jardin et tout. Alors, il y avait aussi bien les professeurs que le sport. Enfin, voilà, ils étaient pris en charge totalement.
So yes, it's true that the association with that period is one of violent war, when in fact the GPRA had activities in every domain, including the social domain, where a lot of children were taken care of in these maisons d'enfants, so these households that were also in Tunisia and in Morocco, children who were left to their own devices, whose parents had died, who were all gathered in these houses where they were both given an education, both at school, a physical education also, and so was one of the important ventures of the GPRA at the time. Et j'ai deux questions. La première, à partir de quelle année ces structures ont commencé à être mises en place, et est-ce qu'elles étaient co-gérées avec les Tunisiens, ou comment ça se passait avec comment ça se passait avec le gouvernement tunisien pour mettre ces structures? Ça passait bien en tous les cas. Il y a eu beaucoup d'aide du côté des Tunisiens. Les facilités, si tu veux. Oui. Les facilités. Mais c'est toujours après 58, tu vois, parce qu'avant, tu faisais les choses, mais clandestinement. C'était pas au grand jour. Mais après 58, c'est devenu au grand jour. Par exemple, l'appel des footballeurs, c'était après 58. Tu vois, tout de suite. Non, avant le GPRA. Tu vois, donc ils étaient à Tunis, ils étaient en place, mais ils ont commencé à à jouer, c'est-à-dire après le gouvernement. Donc le vrai tournant, c'est 58, la formation du GPRA. En septembre 58. Ouais. Et les institutions commencent à être mises en place, les structures commencent à être mises en place. Puisque l'UGMA a été placé bien avant. Les footballeurs sont arrivés au début 58, les artistes sont arrivés au début 58. Donc tout était en place pour pouvoir commencer tout de suite. D'accord. So in terms of the institution of these houses and many other sort of cultural structures and togetherness, including the football team, which is very important, these things, of course, existed prior to 1958, but they were clandestine. And so all of these things pre-exist the formation of the GPRA, but it's only in 1958 that the footballers, for example, the football players or the artists arrive, and everything was ready to start working there and then from the work that had been done in a clandestine way prior to 58. And then once it's established, things can come out in the open. I have to run through this, on n'a que quelques minutes qui nous restent malheureusement. This is a very important moment. Je le dis juste en anglais en vitesse et ensuite je te traduis. This is a very important moment and also a very important part of the Kouassi archive, because I think most of the pictures that we have of this event come from him, and not many have been, have circulated. Some. But there's actually a lot of them, as part of this archive. So this is the return of the refugees from Tunisia to Algeria after the ceasefire in 1962. And this is organized between the GPRA, between the Red Cross and the Red Crescent. And Safia was there that day, and Kouassi documented this entire day. And I would like Safia to tell us a little bit about, this day and what happened. Le retour des réfugiés de Tunisie, tu peux nous parler un peu de cette journée? Parce que tu étais sur place ce jour-là. Oui. Tu peux nous parler un peu de cette journée? Elle a été pénible parce que le gouvernement français a toujours essayé de créer des embûches, si tu veux. Alors le départ devait commencer à 5 heures du matin parce que c'était en juillet, parce qu'il faisait chaud, il y avait des enfants, le départ devait commencer très tôt le matin. Et il n'a commencé que très tard dans la nuit. Parce qu'il y avait des embûches, parce qu'il demandait telle chose, une autre, et voilà. Et quand vous êtes arrivé, parce que là, ce qu'on voit derrière, il y a une photo qui est en fond, qu'on ne voit pas très bien, mais on voit les grillages, c'est que vous vous êtes retrouvés bloqués devant parce que les Français tenaient les portes de l'Algérie. Les portes étaient ouvertes, bien sûr, elles étaient fermées encore. Mais là, elles sont ouvertes, tu vois qu'elles sont ouvertes, et puis ça, c'est le départ. Ça, c'est Combien de temps ça a pris? Quelles ont été les négociations pour qu'ils finissent par ouvrir finalement ces portes? Parce que je crois que c'était une journée où il faisait très chaud, on ne pouvait pas boire. Mais tout ça, c'est après le cessez-feu aussi. Hein. Donc il y a eu le cessez-feu, mais malgré tout, il y a eu quand même des embûches. Okay. Et une fois que les portes ont été ouvertes, après là, bon, monsieur, combien de personnes sont passées ce jour-là, tu sais? Oh là là, je ne sais pas. Des centaines. Et surtout qu'il y avait des enfants
Et toute la journée, il n'y avait ni eau, ni manger, ni à boire, ni rien. Alors les enfants qui étaient là, les malades, des conditions atroces. It was a very difficult and long day, in part because the French government did everything it could to obstruct the movement all along the way. For example, we were due to leave at 5 a.m. in the morning because it was going to be a very warm day, and the way was going to happen without anything to drink or any food to eat. But because of French continuous obstruction, we only left much later, which means movement in the heat. And once we arrived at the gate, at the border, the gate was closed, as we can see in the picture behind those two pictures. The gate was closed, and that took a whole other time. So this was all after the ceasefire, but still the obstructive measures were taken. And for the children especially, it was very, very difficult to be in the heat without anything to eat or to drink. It was atrocious conditions. I'm going to do something terrible. Ça va, Dumas, j'oublie pas quelque chose. Non, c'est pas... Si tu me permets. Oh, mais je ne sais pas, dans le feu de l'action, tu sais, tu peux Non, non, mais oublier, ou ça bien doit pas être... dire une bêtise, Ça je doit sais pas être moi. exhaustif. Hein, c'est, On comprend ouais. plein de choses, hein. Ce que je voulais préciser, c'est que Safia, en fait, parce qu'il y avait une photo en fait, que tu as dû passer par moment Ouais. de temps, et c'était justement une part de la délégation des accords d'Évian. Ouais. Et en fait, Safia est celle qui fait partie de ce groupe très restreint de diverses versions, en fait, presque finale des accords d'Évian, et c'est elle qui va taper les accords Bien sûr, d'Évian, en fait. bien sûr. Donc elle est la secrétaire de Ce qui est très... Ouais, ce qui est Quand C'est ça. je disais que mon travail, le travail de Mohamed était... Ouais. Par exemple, il m'arrivait de partir pendant 15 jours. Ouais. Alors il y a Yazid qui lui dit, écoute, ne demande pas où elle est, ni ne cherche pas à la voir. Voilà, c'est dans ce but. Voilà. Donc vous ne disiez pas Chacun- tout, c'est chacun avait ses missions, c'était ses la- rôles, ses... Ouais, puis... Il fallait rien dire de ce que tu fais, ni rien. As for, one of the earlier pictures that we had to skip for lack of time is of the delegation for the Evian Accords, and Safia was the one to type up one of the last versions of the Evian Accords, and this is one of an example of her missions and roles being very, very different and separate from Mohamed Kouassi's. And earlier she told us that they didn't get into each other's way. This is an example of that, where Yazid, the Minister of Information, would tell Mohamed not to ask where Safia went when she left for 2 weeks. I mean, there was really a sort of secretive policy while everybody was doing their own work. Et je suis vraiment désolé de devoir aller aussi vite à travers toutes ces choses-là, mais ça, c'est les photos de l'indépendance, c'est les photos de juillet. Ouais, ça, je voudrais juste que tu nous dises c'était quoi l'atmosphère et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là. Le peuple n'attendait que ça, hein, la fin des hostilités, la fin. Voilà. Et puis là, ils se sont donnés à corps joint. Tu rentres Partout, quand à c'était Alger, la toi, fin. à ce moment-là? Tu rentres quand? Puis moi, je ne suis pas rentrée à cette époque. Ok. Moi, je suis rentrée bien après les fêtes. D'accord. Je n'ai pas assisté aux fêtes. Donc tu les as vus à travers les photos de Kouassi? Parce que je suis rentrée par la route. Okay. De Tunisie par la route. Oui, par la route. D'accord. Voilà. Et t'es arrivé quand? Vers... 6 jours après, je crois, une semaine après. Et quelle était l'ambiance? Parce que en fait, ces images sont tellement... Ça s'était calmé un peu. Ça, c'est- Et ceux qui étaient là, par exemple, donc Kouassi, tu t'as parlé avec eux de qu'est-ce qu'ils ont Mais ressenti? par contre, Kouassi est arrivé en même temps Il est que arrivé en GPR, même- dans le ouais. même avion. Ok. Ouais, donc, il a coiffé tout ça. Et t'as parlé de ce moment-là, de ces jours-là, comme tu es arrivé après, tu les as décrits ou tu les as juste vus sur les photographies? Ce moment, le moment du 5 juillet, le moment où les gens sortent dans la rue, est-ce que tu l'as découvert avec les photos de Kouassi, en fait? C'est Oui, ça? c'est ça. comme ça que j'ai découvert. Mais sinon, je n'ai pas assisté. T'as pas assisté. Donc c'était plus calme quand tu es arrivé. Oui, c'était plus calme. C'était autre chose, une autre ambiance. Ça- Une autre- Il y avait quelque chose d'autre qui commençait déjà? Non, c'était là, c'était le retrouvail de la famille, tu vois. Les D'accord. retrouvailles. Il y avait une photo que, enfin, il va vous le montrer sûrement. Les retrouvailles ont été vraiment très, très émouvantes. Surtout par les militaires qui retrouvent leur famille. Ça a été vraiment... Ça, c'était émouvant. En fait, les discussions Par qu'on a... exemple, ça, j'ai assisté Ouais. à quelques cas comme Ouais. ça.
So these are images of the joy of independence, which everybody had been expecting and waiting for so long. Safia herself was not present at that moment because she came back by the road from Tunisia, as opposed to others of the GPR and Mohamed Kouassi, who flew to be able to take these images. So these images, this moment she discovered through the images, and arriving about 6 days later, the things had settled down a bit, and a new sort of phase of celebration, a more intimate phase of celebration had started as the fighters also returned and everybody was sort of reuniting with their families. So it was a different mood. Atmosphere. And so we're done going through these images. Do any of you want to ask something, or we continue the conversation differently? It's open for a minute. Comment tu te sens entre-temps, pendant qu'ils réfléchissent aux questions qu'ils veulent poser? Ça va? Eh bien, je crois que c'est plus émouvant. Tu sais, quand on a assisté à des choses pareilles, moi je pensais qu'il n'y avait pas cette émotion. Et finalement, elle est énorme. Il y a une émotion profonde. Tu veux dire le moment? C'est-à-dire quand? Non, par exemple, ce moment-là. Maintenant, tu veux dire? Oui. Oui. Pourtant, j'ai assisté à beaucoup de choses et tout. Je pensais quand même que je prendrais la chose à la légère. Tu vois. Mais non, c'est profond quand même. Ça reste émouvant, ça reste profond. Ça reste. Et puis, bien sûr, tu penses à tous ces gens-là, à tous les gens que tu as côtoyés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont-ils? Il y avait une image. Il fallait passer à autre chose après. Il y avait, quand on était à Alger il y a 3 ans, il y avait les manifestations du Hirak, et on marchait avec toi, on marchait avec Mariam qui est là-bas, dans ces manifestations. Parce qu'elle va venir tout à l'heure. chaque chose en son temps. Et je me souviens de quelque chose qui m'avait vraiment frappé, c'est que quand on est rentré dans ces manifestations, elle s'est mise à pleurer en fait. Et voilà, et elle m'a dit de voir la foule comme ça dans la rue. Non, bien sûr. Et toi, en fait, c'est toi qui l'as un peu réconforté, mais je pense que c'est parce que comme tu étais déjà à Alger, tu y allais tous les vendredis, etc. Et que nous, on venait d'arriver, donc on est parti avec toi. Et quand on a marché, on est arrivé, et il y avait Louisette Iguilaris qui était là. Et vous vous êtes toutes retrouvées, toutes les trois. Je crois que Mariam ne l'avait pas vue depuis 20 ans. Toi, tu la voyais plus régulièrement. Et il y a eu tout ce moment où vous, les trois dames qui venaient de cette époque-là, se retrouvaient au milieu de tout ce mouvement. Et c'était très émouvant, c'était comme un mouvement qui continuait, quoi. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Et cette dame a été torturée. Elle a été torturée, elle a été torturée vraiment. Donc c'est différent, tu vois. Bien sûr, c'est des choses différentes. Mais les émotions que vous aviez tous à ce moment-là étaient palpables. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans organiser tous ces événements, c'était qu'il y avait cette matière qui était une matière de réflexion. Oui, il y avait aussi ces émotions-là, et je ne voulais pas qu'on manque ces émotions-là, qui sont toujours là avec nous. So you spoke a lot, I'm sorry. Pendant les fêtes, pendant ces festivités, tu ne ressens pas des choses, c'est après. Après, quand ça se calme et tout, c'est là où tu revois la vérité. Les retrouvailles, comment elles se font. Mais là, bon, tout le monde est content, tout le monde danse, tout le monde chante. C'est pas la même chose. Ça passe. So in the moment of celebration, you're only partly aware. There's an aftershock of all of these emotions. So when everybody's dancing, when everybody is celebrating, the depth of what is being felt sort of only reveals itself later. And today, too, Safia was saying she didn't expect to feel the depth of the emotions that she felt, thinking that having gone through all of this once and then gone back over it so many times, this might be approached with a kind of distance. But as she was saying, she is very moved seeing these images. She's very moved thinking about all of the people that participated, to which I then responded with a memory that 3 years ago at a Hirak protest in Algeria. We can drop that. The French-speaking people will understand you. I'll tell you later in English. Thinking anyway about, you were saying something about the importance of
these emotions in the organization of today, Yeah. thinking about this material both as something to be reflected upon, but also something to be felt collectively. Merci beaucoup. On va arrêter pour l'instant, peut-être qu'on reprendra un peu plus tard, mais merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est terminé, je pars. Non, tu restes un peu. tu pars d'ici. Attends, je vais bouger ça. C'est bon? Merci beaucoup, Safia. Okay, so we're going to continue. So our first presenter of the day is going to be Jemaah Mazzouzi, that you already are acquainted with. So Jemaah is a sorry, one second. Do not ever bring your family to work to work things. Jemaah. We'll make longer, presentation later on. But Jemaah has written an important book on the representation of the Algerian Revolution in film and in literature that I really recommend everybody to read. She also has known Kwasi Mohammed very well. She was a journalist in Algeria in the 90s, and she's going to bring an experience that brings together both a personal side and a scholarly side to approaching Kwasi photography in Algeria. So thank you very much for being here. I'm very happy that you're here. Merci Adel. Ouais, je vais le prendre. Ok, thank you very much, Adel. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de parler doucement, je vais essayer de parler pas trop parler parce que j'ai pas tant de temps que ça. Et en fait, c'est bon. Alors, il y a forcément un moment émouvant. Je pensais pas qu'il allait arriver maintenant, mais voilà. Le travail que proposait Adel est à la fois un travail. Oui. Yes. Ok. Merci. Moi, je suis déjà en train de perdre du temps dans l'introduction. Ok, thank you. Thank you very much. Ok, thank you. Donc, remerciement à Adel et en même temps piège. Piège parce que l'exercice qu'il nous demandait il y a quelques mois était un exercice difficile, un exercice que j'avais l'habitude un petit peu de pousser, de reculer, d'évacuer. Je n'ai jamais vraiment parlé en fait de mon expérience de journaliste pendant les années 90 parce que très vite dans les années 90 on fait ce qu'on a à faire et ensuite la vie en fait fait qu'il faut toujours qu'on aille de l'avant et en fait ce lien de rencontre avec Kwasi se passe dans ces années-là, dans ce qu'on a appelé le quart d'heure démocratique en Algérie, la fin des années 80 et ce début des années 90. Et en fait, lorsque Kwasi décède en 1996, moi, ça fait seulement 10 ans que je suis en Algérie parce que j'ai un parcours d'enfant d'immigration en France et je décide quand je suis jeune de partir de France. Donc j'ai, sans le savoir, quelque chose de postcolonial qui me travaille et je ne reviendrai jamais de manière longue en fait en France. Je cherche un pays tiers et c'est comme ça que je suis maintenant installée avec ma famille donc à Montréal. Donc voilà, il y a des pays tiers et aujourd'hui on est dans un territoire tiers justement. So hello, thank you to Adel for this opportunity, but as much as I'm grateful, the exercise was also difficult and in some ways a trap because the thing that I attended to was an exercise that I had been pushing away or evading in ways, having never really come back on my experience as a journalist in the 90s. Of course, in the 90s, in this moment that is known as the democratic quart d'heure, the democratic 15 minutes at the end of the 80s, early 90s, one did what one needed to do, and sort of the urge to keep on moving forward prevented this kind of reflection. It's also at this time that my relationship to Kwasi
Kouassi occurred. And when he died in 96, I had been in Algeria for 10 years, being myself a child with a parcours of immigration. And so arriving in Algeria, deciding to leave France very young, something unbeknownst to me, something of a post-colonial question was at work inside of me. And then I went on to look for a third country in this third place, being in Canada now. Thank you, Assia. Alors justement, je vais essayer, parce que je n'avais pas compté le temps. Et effectivement, ce temps de la traduction est important. Merci beaucoup. Le travail de photographe de Mohamed Kouassi, son parcours comme responsable photo du GPRA, mais aussi son parcours postcolonial, restera éminemment anticolonialiste, c'est-à-dire élaboré sciemment comme un patient, long, constant effort professionnel liant recherche esthétique et connaissances érudites dédiées à la construction d'images algériennes de l'Algérie indépendante et s'évertuant à redonner aux êtres la part de dignité et de fierté d'appartenance à une communauté nationale dans un territoire libéré du joug colonial. C'est ce que fait Kouassi tout au long de son travail après l'indépendance. C'est ce qu'il fait dans son studio du boulevard Zirout Youssef et dans son atelier. C'est ce qu'il fait d'ailleurs à la fin des années 80, au début des années 90, en sortant des séries. Et c'est une période, au début des années 90, il y a des journaux qui apparaissent, c'est la presse écrite privée qui apparaît, mais il y a aussi plein de cartes postales aussi, des éditions de cartes postales qui vont finalement... pas juste glorifier, mais apporter d'autres images de l'Algérie qui étaient aussi dans la tête de Kouassi, quelque chose qu'il fallait que ça perdure et il fallait que ça soit transmis. So Mohamed Kouassi's career as a photographer, both during the War of Independence, as we've spoken, and then in the post-colonial era, has always been eminently anti-colonial, with this patient and dedicated effort to bring both aesthetic concerns and erudite photographic skill to the creation of images that would sort of give back and put in place a sort of dignified Algerian subject on a free Algerian land. And so this is what he worked at his entire life, at the end of the 80s, as we were saying, and then later on in different ways, whether it is newspaper publications or in these postcards that we will see, trying to diversify the images available to the common imagination of the national récit, storyline. Thank you, Assia. Alors, justement, je vais juste attirer votre attention sur certains éléments qui vont rentrer dans mon intervention, rentrer, sortir. Je ne vais pas les théoriser maintenant, mais il s'agit de la question du cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on découpe pour raconter une histoire ou réexpliquer quelque chose ou redonner à comprendre quelque chose forcément. Donc la question du cadre, ce sont des éléments éminemment photographiques. La question de l'image, la question de la parallaxe, j'y arrive dans un instant, et la question de la surimpression. Alors, je ne vais pas tous les définir, mais vraiment, je vais donner quelques mots pour les définir, parce que dans la question du cadre, il y a cette idée de délimiter un propos. Et je suis contente qu'on puisse discuter toute la journée parce que c'est assez difficile de rendre à la fois la rencontre avec Kouassi dans sa complexité à l'âge que j'avais à l'époque et au moment justement crucial, historique, différents moments historiques que nous vivions, au moment aussi où se bousculaient, où se rencontraient, parfois dans des chocs violents, des visions différentes, générationnelles. Il y avait les jeunes, dont je faisais partie, mais je ne faisais pas vraiment partie de ces gens-là parce que je connaissais Kouassi, puis j'avais un autre parcours, ne voulaient pas entendre parler des historiques. Pourquoi ? Parce qu'on était en train de vouloir quelque chose d'autre, c'est-à-dire passer à sortir du système du parti unique notamment. Et en même temps, il y avait cet héritage glorieux qui pouvait être redonné en fait à comprendre et déconstruit. Et donc la littérature le faisait. Et la photographie parfois essayait de le faire, mais ce n'était pas facile. So,
To begin, I just want to draw your attention to 4 elements that will come in and out of my presentations, photographic elements for the most part, but which will be a kind of through line. These are the question of frame, to begin. I'm not going to theorize them here, but just say a few words about them. The question of frame, which is to say the question of the delimitation of how things are cut up and put back together. The second is the question of the image, quite generally. The third is the question of the parallax, and the fourth is the question of the double exposure. And so beginning by stating that at the time of my encounter with Kwasi, the complexity of our encounter is difficult to render. I was very young at the time, and it is also a moment where there is a kind of clash, sometimes violent, sometimes less, a generational clash, where the youth that I was in ways part of, but I had different accesses, knowing Kwasi was one of them, if not the most important, was a moment where there was a kind of rejection or deafness to a certain form of historical heritage as a new vision was being, and new desires were being enunciated, specifically that of exiting the one-party system. And the fact that there was this glorious heritage that could be reappropriated and deconstructed was something that literature was already doing somewhat, but photography not as much. Et donc, c'est ça. Donc, ensuite, avec la question de l'image, donc c'est aussi le moment où il y a autant la presse privée qui commence à créer des choses, autant Kwasi vient d'une génération, on fait des photos. C'est un photographe aussi de guerre, en guerre. J'ai lu dans un article d'ailleurs qu'il n'avait pas crapahuté dans le djebel, comme diraient les Français. Il ne pouvait pas crapahuter dans le djebel, parce que ça, ce sont des termes justement qui viennent du langage des appelés du contingent, et il faudrait peut-être voir de manière sociologique, ça aurait été impossible de toute façon. Donc si on reprend la manière de faire des photos de Kwasi, la manière dont la photographie a été institutionnalisée en Algérie, il y a quelque chose qui se passe dans les années 90 de l'ordre d'autres images qui peuvent surgir. Personne ne sait à l'époque à quel point ça va être difficile d'apparaître comme photographe, d'avoir un appareil photo et de... moi, je pars en couverture en tant que journaliste, je n'ai rien. Donc, on peut imaginer que je ne suis pas journaliste, alors que le photographe a son matériel, et donc c'est un métier extrêmement dangereux. Et la question justement de l'image, de toutes les images qui ont été produites à cette époque-là dans la presse, mais ensuite toutes celles aussi qui ont été faites et qu'on n'a pas forcément vues ou qu'on a voulu oublier, bien, toutes celles-là sont encore là. Elles sont encore là. Et oui, je vais arriver à la parallaxe dans un instant, mais c'est aussi lié aux images fabriquées par les photographes et lié aux images aussi, aux représentations mentales et aux imaginaires que nous avons à l'époque de l'Algérie. Et c'est une image aussi du territoire, et c'est une image aussi des dynamiques et des rêves, pas seulement de la jeunesse, c'est vraiment des symbioses aussi qui se passent, parce que tout est possible en 89, tout est possible en 90. En 91, à l'arrêt du processus électoral, et même un peu avant, on voit qu'il y a plein de choses qui sont plus possibles. So on the question of the image, of course, the early 90s, late 80s is a time where private press starts to have a sort of production of its own, and so being in contact with, so because Mohamed Kwasi comes from a generation where people took pictures in this way, and the kinds of pictures that were taken that time sort of didn't fit certain imaginaries of what war photography might be. And in the 90s, there's this sentiment that it is a time where new images, other images can emerge. But there was also not a sense yet of what being a photographer and taking photos was going to be about, insofar as myself as a journalist going around. Of course, my journalism doesn't show. I'm not carrying anything. So much as the photographers have the fact of their technologies and the fact of the material exposure that they put themselves in will make that job sort of specific, a specific way of moving about the space, and so
this negotiation over what the collective imaginary is going to be happens a lot through the images that are going to emerge in the early 90s, because in 89, 90, there is this sentiment that everything is possible, and there is this symbiosis of these dreams that are not just the dreams of the youth, which come to an end in 91, when between 89 and 90, when everything is possible, and 91 with the end of the election process, where suddenly not everything is possible anymore. Thank you. Donc, on arrive justement à ces années difficiles que je n'évoquerai pas, mais j'évoquerai seulement par cette nouvelle de Chokri Amari qui sort à la fin des années 90, ce recueil aux éditions Revolver. Donc, c'est une maison d'édition française, plutôt le polar. Et donc, il sort cette nouvelle, notamment, qui ouvre le recueil. Il faut toujours rire avec Chokri Amari. Parfois, on rit jaune, parfois on rit pas parce qu'il renverse les choses, parfois il est dans l'absurde et on lui dit « mais pourquoi tu fais ça ?» et il dit « parce que ». Point. Et il vous sort une phrase qui n'a aucune structure grammaticale française, et c'est comme ça. Donc, Chokri Amari sort ce texte-là qui raconte l'histoire, en fait, de deux photographes qui prennent des photos dans cet Alger où les bombes explosent, mais en fait, où prendre une photo est plus dangereux que prendre est plus mortel d'ailleurs, et plus destructeur. Prendre une photo est plus destructeur que poser une bombe. Et donc, il renverse complètement les choses, et ce titre-là de cette nouvelle s'appelle Parallaxe mortel. Et la parallaxe, justement, c'est ce que nous faisons souvent lorsque nous reprenons des objets du passé, pas seulement, mais lorsque nous prenons des objets du passé, et que nous changeons de position à notre insu parfois, mais tout à fait en le sachant, lorsque nous changeons de position et en continuant à observer l'objet. Donc, ce que fait Chokri Amari dans cette nouvelle, il renverse les choses. Et c'est une façon, finalement, de montrer cette déflagration algérienne d'une autre façon, et de dire aussi le danger de la photo, le danger de montrer, et le danger de comprendre ce qu'on voit. Et parfois, on ne voit que sur la photo. On voit pas avant d'avoir la photo elle-même. Safia lui disait, on peut revoir des choses dans une photo, on peut comprendre des choses dans une photo, alors que, effectivement, ça fait partie du travail médiatique et du travail de remédiation, notamment. So when we come to the 90s and a difficult period that I'm not going to mention so much, only through the work of Amari, who wrote this compilation of short stories, the first of which is called Parallaxe mortel. And so the parallax is the fact of looking at one same object from a different angle and seeing an apparent shift in it. So in this short story set in that period where bombs are falling in Algiers, the fact of throwing a bomb is still less dangerous for the people who are setting them as taking photographs, and what all of this makes what makes apparent is the danger of representation, which is to say the danger of seeing what one has seen and understanding what one has seen, because as Safia was saying earlier, certain things are not visible in the moment, and only the aftershock of photography gives us the time to understand what it is that was seen, which in many cases is a lot more dangerous. Thank you, Essia. Alors justement, je vais aller très vite là. J'allais pas vous lire la nouvelle, hein, mais vous pourrez la lire. Elle est disponible. Le livre est encore disponible. Je pense qu'il existe. Ça, c'est ma rencontre avec Kouassi. Donc moi, je suis jeune, j'arrive, je fais mes études à Constantine. Et ensuite, je rencontre Samir Kouassi qui me fait présenter justement ses parents. Et je découvre Algérie d'hier, Algérie de toujours. Et moi, la petite Zmigria qui vient de l'Est de la France, je vois cette photo et je dis « mais c'est moi !» Et « mais c'est moi, c'est trop cool, voilà, j'ai un passé et j'ai des références et je peux en être extrêmement fière. » Alors, bien entendu, mon choc algérien a été autrement et mon éducation algérienne a été bien plus complexe que ça. Mais ça fait partie effectivement de ma rencontre avec un passé que je ne connaissais pas très bien et que j'ai continué à travailler pour le découvrir. Ce livre-là est magnifique. Ironie du sort, c'est que Algérie d'hier, Algérie de toujours est vraiment le fruit d'une collection patiente,
très longue de lithographie, de gravure, etc., réalisée par Kouassi, parce que lui, il a à la fois cette formation finalement de terrain, de photographe, mais il a aussi cette formation en histoire de l'art aussi, intéressé par les beaux-arts, et c'est un grand collectionneur, donc c'est comme ça qu'il va réaliser ce livre-là. Et en 2003, la France et l'Algérie font une année qui s'appelle l'année de l'Algérie. Et nous, on propose en fait la réédition de cet ouvrage-là. Et évidemment, il passe à la trappe, ça intéresse personne en fait. Ça intéresse personne, c'est un beau livre, mais ça intéresse personne. Et bien sûr, je parle d'abord des Algériens, les Français, pourquoi? L'intérêt, c'est que plus tard, quelques années plus tard, on a Zahia Rahmani avec je pense que c'est aussi un spécialiste des beaux-arts, je n'ai pas son nom. Et en fait, ils font cette fameuse exposition au MUSEM qui s'appelle Made in Algeria. Et ce qui va être extrêmement intéressant et ironique, c'est que tout Made in Algeria et ce travail sur le territoire algérien, le territoire colonial, la manière dont la cartographie a créé finalement une Algérie, et comment est-ce que l'Algérie coloniale s'est créée et s'est construite à partir de la cartographie et à partir de l'appropriation du territoire, notamment par les arts, et notamment par la peinture, etc. Et dans cette série-là, de l'exposition du MUSEM Made in Algeria, on a une série Kouassi. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est incorporé dans l'Algérie contemporaine, très peu de place, mais vous voyez cette série incorpore à un moment donné. C'est une très très belle exposition, le catalogue est extraordinaire, mais, Made in Algeria. Mais vous avez cette ironie, ce clin d'œil justement de photos un peu éclectiques dans lesquelles on va évoquer Kouassi. Alors, oui. Ouais. This slide, in some ways, is my meeting with Kouassi. When I meet Samir Kouassi, who introduces me to his parents, and I discovered this book, Algeria of Yesterday, Algeria of Always, I see in it this image of this woman, and I think that's me, and this is the first time that I see a representation of a pre-colonial past where I could recognize myself and where I can suddenly appropriate a history that would be my own. And so this book for me was a beautiful encounter. Of course, the rediscovery and the research that I have since put into my Algerian history has been very long and very complex, and not all of the stories are so straightforward, and it's been a life's work. But this book was very important to me for that reason, and in 2003, when a year of Algeria was announced in a Franco-Algerian collaboration, we proposed to republish this book, but nobody was interested, despite finding it to be quite beautiful. As an object, it fell through as a proposal. But then a few years later, in Marseille, this exhibition was put together at the MUSEM, which had some of Kouassi's work, and it ironically drew together an understanding of how map making and cartography had been very important staples of the colonial project and the appropriation of territory, and art and cartography as a craft, also in the art making of it. So there was a small but very important part of Kouassi's work in this beautiful exhibition that the catalogue is worth looking at. Thank you, Assia. L'image que je retiens de Kouassi, c'est pas une image de Kouassi. C'est une image de Kouassi, mais pas signée par lui. C'est cet homme qui, en fait, marche souvent, marche toujours, marche lentement. Parfois très vite, il faut pouvoir le rattraper, surtout quand il monte à la Sécrème pour prendre le lever de soleil et que vous venez de vous réveiller. Mais là, il va plus vite que vous pour grimper la montagne, pour prendre ses photos. Et donc, c'est vraiment cet homme-là qui, oui, se retourne pour regarder la photo, mais il a autre chose à faire. Il va continuer, tout son corps va continuer son chemin à faire ce qu'il a à faire. Et donc, dans ce travail-là, justement, du reporter photographe, j'aime retrouver chez Kouassi d'autres manières de marcher et de se tenir de photographe. Je parle de Louisa Ami, qui a été photographe longtemps à la Tribune et ensuite qui est photographe longtemps aussi au Journal Liberté, qui est la footballeuse de la Tribune et qui va prendre son sac et partir avec son jean et ses baskets pour prendre des photos. On est à la Tribune en 94 et voilà, il y a une attitude du reporter photographe voilà, très dynamique, etc., qu'on essaye de suivre, hein, parce que le photographe va courir partout, alors que nous, journalistes, on ne court pas. On fait autre chose, on doit écrire, donc on fait autre chose.
So this is the image that I hold dear from Kwesi. It's not a photo of him, from him, but it is a photo of him. And the reason that this picture is important is because something in the gait of and then the way of standing, always on the move, of the photography reporter, the photographer, is a strong memory. Somebody that you always have to run behind, which is such a different temporality to the journalistic sort of physicality, because of course we don't run around everywhere in the same way. Having to write requires a different kind of stance. Thank you, Assia. J'ai presque fini. Donc, petit clin d'œil ici, Kouassi, je parlais notamment ces cartes postales. Ce n'est pas le seul à avoir fait des cartes postales algériennes au moment où il n'y en avait pas assez ou qu'elles étaient très moches. Lui en a proposé plein. Et il y a d'autres photographes qui encore aujourd'hui continuent leur travail sur les visages algériens, sur des portraits. Mais le portraitiste, l'un des grands portraitistes pour moi, c'est quand même Kouassi. Donc ça, c'est quand même un petit coffret, coffret créé par finalement le FLN ou le GPRA. Et donc ce sont des cartes postales de Junoud. Donc déjà à l'époque, il y avait ce sens aussi de la popularisation, d'une histoire populaire aussi. Et chez Kouassi, c'est ça que j'aime, c'est ça qui frappe, et c'est là que je voulais vous amener. Alors, ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais vous pourrez regarder à nouveau ce document. Je vais laisser Assia parler, et ensuite je vais vous faire regarder la chose. Oui. The postcards. So these postcards, of course, Kwasi is not the only person to have made postcards, but definitely one of the most important ones. The box set that we saw just now was printed. It's pictures of the AILN, but also another kind of photography, a lot of portraiture. I think that Kwasi's portraiture work is one of the most important aspects of his work, and the idea from the get-go was to create in this medium, which could be spread very easily, a popular history and a popular imagination, a sort of shared history. There are others, but in my opinion, her opinion, are quite ugly in history, and he invented this new tradition. Alors, je vais terminer avec ça. C'est un document qui a été archivé par quelqu'un qui passe, je n'ai pas son nom en tête, c'est quelqu'un qui passe son temps à archiver justement, qui a créé une espèce de thésaurus du cinéma algérien, mais pas seulement, mais surtout des images mouvements, et qui va sur Facebook, mais aussi sur YouTube, en fait, nourrir comme il peut, effectivement, ce thésaurus du cinéma algérien. Et il n'y a pas très très longtemps, il découvre ça, il le met en ligne sur Facebook. Là, on ne voit pas la page Facebook, c'était le dispositif qui m'intéressait. Et donc, il y a cette question-là, le mot surimpression que j'ai utilisé tout à l'heure, que je n'ai pas vraiment déplié. En fait, le mot justement surimpression, c'est aussi cette superposition de... en fait, c'est cette question de superposition de souvenirs dans des scènes du passé. Et c'est aussi... ce qui est en même temps perçu en même temps qu'autre chose. Donc ce film-là fait quelque chose, c'est-à-dire que c'est une scène qui est plus ou moins, Safia l'a reconnu plus ou moins, en fait il s'agit d'une inauguration d'une exposition des photos de Kouassi en 1962 en ex-Yougoslavie. Et Safia a reconnu d'ailleurs l'ambassadeur de l'époque algérien en ex-Yougoslavie. Les rapports Algérie, en tout cas GPRA et ex-Yougoslavie vont être vraiment privilégiés par rapport à d'autres pays de l'Est. Il va y avoir beaucoup de choses d'ailleurs qui vont être prises. J'ai lu il n'y a pas très très longtemps le fait que le FLN a beaucoup pris finalement des luttes yougoslaves pour se structurer même, pour s'organiser. Et donc, cette exposition-là, vous voyez qu'il y a cette inauguration, on a accès à ces photos.
Et la force justement des photos de Kouassi, c'est que si vous passez plusieurs fois ce petit film, il est silencieux en plus, donc il donne toute sa place à une certaine manière phénoménologique aux photos. On a l'impression que ces portraits bougent, on a l'impression que ces portraits nous regardent. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du vivant. Et il y a dans ces photos qu'on connaît, les photos justement de... On a vu hier des images justement de ces réfugiés, on a vu leur extrême souffrance lorsqu'ils traversaient justement la ligne Maurice avant et ensuite après avec la ligne Maurice jusqu'à arriver du côté justement tunisien. Cette extrême souffrance, Kouassi, en fait, lorsqu'il prend des photos, c'est pas juste parce qu'il a en tête l'image de propagande que le Moudjahid va diffuser. C'est la question de la dignité. C'est la question de la dignité, de la fierté, de l'orgueil, de redonner à des gens qui ont tout perdu, qui n'ont rien, que le colonialisme a déshumanisé, de leur donner cette humanité-là. Et ces photos-là qu'on connaît, qu'on aime parfois, qui sont des photos qui sont ancrées dans notre imaginaire parce que ce sont les photos des portraits des réfugiés, on les retrouve là, elles retrouvent une certaine vie. Et je crois que le secret de ça, de ce qui se passe lorsqu'on regarde ce film-là, bien sûr, vous n'êtes pas moi et vous êtes chacun et chacune singulière, et bien si on connaît ces photos-là, elles reprennent quelque chose, mais c'est dû surtout au regard et au cœur de Mohamed Kouassi. Voilà, je vais finir. Merci. Pardon. So these images were made available thanks to somebody whose name escapes me now, who has been archiving and creating kind of thesaurus of Algerian cinema on YouTube and on Facebook. And so these specific images were published on Facebook, and they interested me in the idea of double exposure, but also both as a photographic phenomenon, but also as the overlaying of simultaneous memories and events. And so in the case of the images that we just saw, there are photos of the inauguration of a Kouassi exhibition in '62 in ex-Yugoslavia, and Safia had recognized the ambassador in the FLN and the GPRA and the ex-Yugoslav government had really privileged relations and sort of shared political affiliations in a way that was very important. And because it's a silent film and that the image is given phenomenological primacy, I think it's particularly interesting to see how the portraits seem to come alive and move in this way. Some of the images that we had seen yesterday of struggling refugees and suffering refugees that are moving across the Maurice lines, these images that some of us know very well seem to somehow be reactivated within the sequence thanks to Kouassi's heart, who has more in his mind than simply creating propaganda images for Al-Mujahid to publish, but really has as a point to show something of pride, of the pride and dignity that these people have despite and after the dehumanization of the colonizing and of the colonizers. And so this reactivation and this mise en mouvement, the fact of seeing these images come back to life, for me is all of Kouassi's doing. Merci Asia.